Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue, si vous nous rejoignez ce soir, je poursuis pour vous la lecture de L'ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig, un roman non publié de son vivant. Et oui, Stefan Zweig, pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas, était un auteur autrichien, né à la fin du 19e siècle, décédé dans les années 40. Écrivain, romancier, biographe, dramaturge, essayiste, novelliste. Il est plus connu d'ailleurs pour avoir écrit des œuvres comme 24 heures dans la vie d'une femme ou encore La confusion des sentiments, grand ami de Sigmund Freud. Il finira d'ailleurs par se suicider en 1942 au Brésil en faisant une overdose de somnifères. Il aura pourtant connu une enfance plutôt heureuse, bourgeoise, conformiste à Vienne, où il obtiendra donc un baccalauréat avec mention en 1900. Il commence à écrire très jeune, dans sa vingtaine, avant de parcourir l'Europe. Alors, l'œuvre que je vais commencer pour vous ce soir, publiée à titre posthume, se déroule dans l'Autriche de l'entre-deux-guerres. La première partie est centrée sur le personnage de Christine qui témoigne des réalités de de l'après-première guerre mondiale et qui se veut être une satire. La deuxième partie, vous verrez, est racontée par la bouche du personnage de Ferdinand, un peu plus dur, plus virulent, face à ce continent qui s'enfonce toujours un peu plus, selon lui, dans la barbarie. On sent d'ailleurs ici que l'humanisme de Stefan Zweig est profondément ébranlé par les modifications de la société et surtout par la montée du fascisme, l'auteur qui avait lui-même souffert de désordres politiques en Autriche. Une perquisition dans sa maison de Salzbourg en 1934 par des nationalistes l'avait profondément affecté, entraînant son premier départ plutôt précipité pour l'Angleterre. Donc dans ce roman, vous allez voir, il dépeint le contraste entre la vie luxueuse d'une certaine élite et le désarroi, la pauvreté du, entre guillemets, petit peuple. Il analyse les sentiments et la complexité des rapports humains face à ces injustices, chaque personnage réclamant sa part de bonheur, sa part de vie volée par les années de guerre et les humiliations. Voilà, je poursuis tout de suite pour vous ce roman, un roman fascinant qu'on vous propose tout de suite donc de poursuivre. Avant cela, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper hashtag VBN pour leur place à la lecture. Très belle nuit sur C8. Un bureau de poste en Autriche se distingue peu d'un autre. Qui en a vu un les connaît tous. Datant du règne de François-Joseph, dotés du même mobilier médiocre, tous du même modèle, ils exhalent toujours la même impression, maussade, de morosité administrative, et jusque sous le souffle des glaciers, dans les villages les plus reculés du Tyrol, ils conservent obstinément cette odeur bureaucratique, très vieille, Autriche reconnaissable entre toutes, remue de tabac froid et de poussière de dossier. Partout, la disposition du local est identique. Dans une proportion minutieusement prescrite, une paroi de bois verticale percée de vitres le divise en deux domaines distincts, l'un accessible à tous, l'autre réservé au service. Que l'État attache peu d'importance à une attente plus ou moins longue de ses administrés saute aux yeux, vu l'absence de tout siège et d'un quelconque confort. Dans cette partie, le seul meuble est un pupitre bancal, à côté modestement au mur, recouvert d'une toile cirée rayée, noircie par d'innombrables gouttes d'encre, bien que personne ne puisse se souvenir d'avoir trouvé dans l'encrier encastré autre chose qu'une bouillie épaisse, granuleuse, rebelle à l'écriture. Si par hasard une plume est disponible dans l'évidemment creusé à cet effet, elle se révèle à coup sûr émoussée et inutilisable. L'administration économe n'accorde pas plus d'intérêt à la beauté qu'au confort. Depuis que la République a enlevé le portrait de François-Joseph, on pourrait tout au plus considérer comme ornementation artistique les affiches aux couleurs criardes qui, sur le mur sale, invitent à visiter des expositions depuis longtemps terminées, à acheter des billets de loterie
et même, dans certains bureaux oubliés, à souscrire à l'emprunt de guerre. En revanche, de l'autre côté de la cloison, l'atmosphère commande plus de respect. Ici, en ordre serré, l'État déploie symboliquement les signes distinctifs de sa puissance et de son empire. Dans un coin abrité, un coffre-fort apparaît, les barreaux des fenêtres font supposer qu'il renferme parfois d'importantes sommes. Sur le comptoir, objet d'apparat, un appareil en laiton bien astiqué resplendit. Plus modeste, le téléphone sommeille à côté de son berceau de nickel noir. On leur a attribué respectueusement un espace confortable. Ne relient-ils pas, attachés à leur fils de cuivre, le minuscule village perdu aux espaces de l'Empire? Les autres instruments du trafic postal doivent se tasser, bascules, sacs postaux, registres, dossiers, cahiers, archives, balances et poids, crayons noirs, bleus, rouges, violets, agrafes, trombones, ficelles, cire à cacheter, éponges, tampons buvards, gomme arabique, couteaux, ciseaux, plioirs. Tout le matériel divers de la poste est amassé dans un désordre inquiétant sur l'espace étroit du bureau et dans les nombreux tiroirs et classeurs s'empile une quantité incroyable d'autres papiers et formulaires. Mais ce déploiement, prodigue d'apparence, n'est en vérité qu'illusion, car l'État tient secrètement un compte rigoureux de chaque unité de ses modestes accessoires. Il exige de ses employés, pour chaque crayon usé, pour chaque timbre déchiré, pour chaque buvard effrangé, pour chaque savon fondu dans la cuvette de métal, pour chaque ampoule qui éclaire le bureau, jusqu'à la clé qui le ferme, des comptes draconiens. Près du poêle de fonte est suspendu un inventaire tapé à la machine, muni d'un cachet officiel authentifié par une signature illisible. Il répertorie, avec une rigueur mathématique, la présence de l'objet le plus petit, le plus insignifiant du bureau de poste. Aucun objet ne doit s'y trouver qui ne figure sur cet inventaire, et inversement, chaque objet qu'il a, une fois enregistré, doit être là, disponible. Ainsi le veut le service, l'ordre et l'honnêteté. Devrait figurer également, au sens strict, dans cet inventaire dactylographié, la personne qui tous les matins, à 8 heures, ouvre le guichet, donne vie aux objets jusqu'alors endormis, celle qui ouvre les sacs postaux, timbre les lettres, paie les mandats, remplit les reçus, pèse les paquets, qui trace sur le papier avec les crayons bleus, rouges, violets, des signes mystérieux qui décrochent le téléphone, enclenche la bobine de l'appareil Morse. Cependant, pour quelques motifs de considération, cette personne appelée souvent par les usagers auxiliaires des postes ou postières ne figure pas sur la liste. Son nom est consigné sur une autre feuille de service, dans un autre bureau, de la direction des postes, mais de la même manière étiquetée, révisée et contrôlée. À l'intérieur de ce bureau, sous le haut patronage de l'aigle autrichienne, on ne note jamais de changement visible. L'éternelle loi de la croissance et du déclin se brise devant la barrière administrative, tandis que dehors, autour du bâtiment, des arbres fleurissent, se dépouillent, des enfants grandissent, des vieillards meurent, des maisons s'écroulent pour renaître sous d'autres formes. L'administration prouve sa puissance surnaturelle par son invulnérabilité au temps. Car chaque objet, à l'intérieur de cette sphère qui s'use ou qui disparaît, qui se transforme et se dégrège, et se désagrège, est commandé et remplacé par un autre exemplaire exactement du même modèle par l'autorité supérieure, donnant ainsi au caractère éphémère du reste du monde un exemple de la suprématie de l'État. Le contenu s'écoule, la forme demeure immuable, au mur est accroché un calendrier, chaque jour on arrache une feuille, 7 dans la semaine, 30 dans le mois. Quant au 31 décembre, le calendrier est épuisé. On en commande un autre de format identique, de semblable impression. L'année a changé, le calendrier est resté le même. Sur le bureau, un livre de comptes à colonnes. Une fois l'addition terminée sur la page de gauche, le calcul reprend sur celle de droite et ainsi de feuille en feuille. Lorsque la dernière est remplie, le livre terminé, on en commande à nouveau du même modèle, de même format.
Ce qui disparaît est remplacé le lendemain, uniforme comme le service, et c'est ainsi que sur la même planche reposent immuablement les mêmes objets, toujours les mêmes feuilles, agrafes, crayons, formulaires, toujours nouveaux, toujours les mêmes. Rien ne disparaît dans ce local administratif, rien ne s'y ajoute, une vie qui ne connaît ni floraison, ni déclin, règne ici. Plutôt une mort permanente. Seul le rythme de l'usure et du renouvellement de la rangée d'objets variés se modifie par son destin. Un crayon dure une semaine, puis usé et remplacé par un nouveau, identique. Le livre de la poste dure un mois, une ampoule électrique 3 mois, un calendrier, une année. On accorde 3 ans au siège de paille avant le renouvellement, et celui qui l'occupe le fera durant 30 ans de service, puis une nouvelle personne s'y assiera, ce qui ne fait donc aucune différence. Au bureau de Klein-Reifling, un village sans importance, non loin de Krems, à environ 2 heures de train de Vienne, cette fourniture interchangeable qu'est le fonctionnaire appartient en l'année 1926 au sexe féminin et a reçu de l'administration, car ce poste fait partie d'une catégorie inférieure, le titre d'auxiliaire des postes. À travers le carreau, on ne distingue qu'un profil de jeune fille terne mais sympathique, des lèvres un peu minces, des joues un peu pâles, des yeux un peu cernés. Le soir, quand elle doit allumer la lampe à la lumière crue, un regard attentif observe déjà sur le front et les tempes quelques légères marques et rides. Cependant, avec la mauve à la fenêtre et l'épais bouquet de sureau qu'elle a dressé dans le lavabo de métal, cette jeune fille représente, de loin, l'objet le plus attrayant du bureau de poste de Klein-Reifling. On peut lui prédire encore au moins 25 années de service. Des milliers et des milliers de fois, cette main aux doigts pâles lèvera et baissera le guichet grinçant. Elle pourra jeter sur le pupitre du même mouvement des centaines de mille, peut-être des millions de lettres et du même bruit, sec, abattre le tampon sur les timbres. L'articulation bien rodée fonctionnera probablement de mieux en mieux, plus mécaniquement, de plus en plus inconsciemment, comme détachée du corps. Aux 100 000 lettres succéderont sans cesse d'autres lettres, mais toujours des lettres. Au timbre, d'autres timbres, mais toujours des timbres. Au jour, d'autres jours, mais chacun de 8 heures à 12 heures, de 2 heures à 6 heures, et pendant toutes les années de maturité puis de déclin, le service toujours le même et le même. Songe-t-elle, l'auxiliaire des postes, à la chevelure blond cendrée, assise derrière sa fenêtre par cette matinée d'été silencieuse, a de telles perspectives d'avenir. Peut-être s'abandonne-t-elle simplement à la rêverie. En tout cas, ses mains inactives ont glissé de la table sur ses genoux, elles y reposent, jointes, minces, fatiguées, pâles. Un mois de juillet à midi dans l'éclat bleu du ciel et la chaleur étouffante. La poste de Klein-Reifling n'a pas à craindre trop de travail. Le service de la matinée est terminé. Le facteur bossu, mâchonnant sa chic, a depuis longtemps distribué le courrier. Pas de paquets ni d'échantillons de l'usine à expédier. Quant aux villageois, ils n'ont ni le temps ni l'envie d'écrire. Les paysans cerclent loin là-bas entre les vignes protégées par d'immenses chapeaux de paille. Plus d'école, les enfants pataugent, jambes nues, dans le ruisseau. La rue pavée devant la porte s'étend brûlante sous les effluves ardents de midi. Il est bon maintenant d'être chez soi, bon de pouvoir rêver. Dans l'ombre des stores baissés, les papiers, les formulaires dorment dans leurs tiroirs et sur les étagères, le métal des appareils étincelle, paresseux, et mat dans la pénombre dorée. Le silence repose comme une poussière d'or sur les objets. Seul entre les fenêtres, les violons grêles des mouches et le violoncelle brun d'un bourdon, orchestre lilliputien, exécute une musique d'été. La seule chose toujours en mouvement dans la pièce fraîche est la pendule de bois mural placée entre les fenêtres. À chaque seconde, elle avale d'une petite gorgée sonore, une goutte de temps, mais ce bruit léger, monotone, endort plus qu'il ne réveille. La postière reste ainsi assise, dans une sorte d'engourdissement vigilant, délicieux, au milieu de son petit univers somnolent. Elle avait bien eu l'intention de prendre un travail de couture, l'aiguille et les ciseaux sont là, tout près, mais la broderie est tombée chiffonnée sur le sol, sans qu'elle ait la volonté ou la force de la ramasser. Alanguie, presque sans souffle, elle s'appuie au dossier,
et les yeux fermés se laissent parcourir par le sentiment rare et délicieux d'une oisiveté bien gagnée. Et soudain, tac, elle sursaute, et de nouveau, ce battement dur, métallique, impérieux, tac, 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 l'appareil mort se frappe impatiemment, le mécanisme ronronne, un télégramme, visiteur peu fréquent à Klein Reifling, exige d'être reçu avec respect. D'un bond, la postière s'arrache à sa torpeur, se précipite au bureau et enclenche la bande. Mais à peine a-t-elle déchiffré les premiers mots du texte qui se déroule que le sang lui monte aux tempes. Car pour la première fois depuis qu'elle est en service ici, elle voit son propre nom sur un télégramme. Elle lit une fois, deux fois la dépêche, sans en comprendre le sens. Mais comment? Quoi? Qui lui télégraphie de Pontresina? Christine Hoflener, Klein Reifling, Autriche. Bienvenue. T'attendons à tout moment à ton tour, annonce seulement avant arrivée par télégramme, affectueusement Claire Anthony. Elle réfléchit. Qui est cette Claire ou cet Anthony qui l'attend? Un camarade se serait-il permis une plaisanterie stupide? Puis elle se souvient subitement que sa mère lui a dit, il y a des semaines, que sa tante viendrait cet été en Europe. Et en vérité, elle s'appelle bien Clara. Anthony doit être le prénom de son mari. Sa mère l'a toujours appelé Antoine. Oui, et maintenant, elle se souvient mieux. Il y a quelques jours, elle a elle-même apporté à la maison une lettre de Cherbourg, et sa mère a pris un air mystérieux et n'a pas voulu la lui communiquer. Pourtant, le télégramme, lui, est bien adressé. Est-ce qu'elle devrait aller à Pontresina voir sa tante? Il n'en a jamais été question. Elle n'arrête pas de fixer la formule, encore ouverte, le premier télégramme qui lui soit adressé ici personnellement. Une fois de plus, elle relit le message, déconcertée, intriguée, incrédule, troublée. Non, impossible d'attendre jusqu'à midi. Il lui faut tout de suite demander à sa mère ce que cela signifie. D'un geste brusque, elle prend la clé, ferme le bureau, court jusqu'à la maison. Dans son émotion, elle oublie d'abaisser le levier du télégraphe, si bien que dans la salle vide, furieux de cette négligence, le marteau de cuivre continue de frapper, rageur, tac, 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 sans rien marquer sur la bande vierge. La vitesse de l'étincelle électrique, plus rapide que notre pensée, nous semble toujours inimaginable, car ces simples mots, déchirant comme la lueur d'un éclair l'atmosphère lourde d'un bureau autrichien, avaient été écrits quelques minutes auparavant, à 3 contrées de distance, dans l'ombre fraîche des glaciers, sous un ciel d'engadine, d'un pur bleu gentiane, et l'encre n'était pas encore séchée sur la formule de l'expéditeur que déjà son message et son appel bouleversaient un cœur. Voici ce qui s'est passé. Anthony Van Bollen, Hollandais établi depuis de nombreuses années au sud des États-Unis, dans le commerce de la laine, Van Bollen, donc un brave homme flegmatique, au fond très insignifiant, venait de terminer son petit déjeuner sur la terrasse, tout de verre et de lumière, du Palace Hotel. C'était maintenant l'heure du gros Havane, couronnement du breakfast, apporté spécialement de son pays d'origine dans un étui métallique. Pour en savourer la première, la plus délicieuse bouffée, avec la jouissance raffinée d'un fumeur expérimenté, cet homme un peu corpulent avait appuyé ses jambes sur un fauteuil d'osier placé vis-à-vis, puis ayant déployé la large voile rectangulaire du New York Herald, s'embarquait avec lui dans la mer immense des chiffres des cours de bourse et des côtes des courtiers. Son épouse, assise en face de lui, Claire, appelée autrefois plus simplement Clara, disséquait, l'air ennuyé, le grave fruit matinal. Plusieurs années d'expérience lui avaient appris que toute tentative pour engager la conversation avec son mari à travers ce mur de papier était absolument vaine. Aussi vit-elle avec plaisir l'amusant petit groom aux joues, pomme d'api, coiffé de sa toque brune, se diriger vers eux avec le courrier du matin. Le plateau ne portait qu'une unique lettre. Son contenu cependant parut l'absorber intensément, car en dépit des multiples expériences passées, elle tenta d'interrompre la lecture matinale de son mari. « Anthony, un moment, pria-t-elle. Le journal ne bougea pas. « Je ne veux pas te déranger, Anthony. Écoute-moi seulement une seconde, c'est urgent. » Marie, elle prononça le mot involontairement à l'anglaise, m'a écrit.
Elle ne peut pas venir, bien qu'elle en ait très envie. Mais son cœur est malade, gravement malade, et le médecin pense qu'elle ne supporterait pas les 2000 mètres. C'est tout à fait exclu. Même si nous étions d'accord, elle nous enverrait à sa place pour 15 jours, Christine. Tu sais bien, la plus jeune, la blonde. Tu as reçu avant la guerre sa photo. À vrai dire, elle travaille au post-office, mais elle n'a jamais pris un vrai congé. Si elle en fait la demande, elle l'obtiendra. Cela lui ferait très plaisir après tant d'années de pouvoir, chère Clara, faire ta connaissance et celle d'Anthony. Le journal ne bougeait pas. Claire s'impatienta. Alors, qu'en penses-tu? Doit-on l'inviter? Cela ne serait pas mauvais pour cette pauvre petite de prendre un bol d'air frais, et puis cela se fait. Puisque je suis venue ici, il faut bien que je fasse connaissance de la fille de ma sœur. On n'a plus vraiment aucun contact. Cela te contrarie que je lui dise de venir? Un froissement de journal. Puis, au-dessus du bord blanc, un cercle de fumée s'éleva tout rond, tout bleu, suivi d'une voix lourde et indifférente. Not at all, why should I? Cette remarque laconique mit fin à la conversation et engagea un destin. Des liens étaient renoués par-delà les décennies, car en dépit de la consonance presque noble du nom, le Van est en commun en Hollande, et en dépit de l'usage de l'anglais par le couple, cette Claire Van Boulen n'était rien d'autre que la sœur de Marie Höflener et indubitablement la tante de la postière de Klein Raffling. Son départ d'Autriche, il y avait plus d'un quart de siècle, résultait d'une assez sombre histoire dont la mémoire étant une servante docile, elle ne se souvenait que vaguement et dont sa sœur n'avait jamais donné une explication précise à ses filles. L'affaire avait bien fait alors pas mal de bruit et aurait eu des suites plus graves si des gens avisés et habiles n'avaient pas su à temps la soustraire à la curiosité publique. À cette époque, Madame Claire Van Boulen n'était que Mademoiselle Clara, simple essayeuse dans un élégant salon de mode au Kohlmarkt. Délurée, séduisante, elle avait fait grande impression à un industriel d'un certain âge qui accompagnait sa femme aux essayages. Avec l'ardeur désespérée de celui qui court sa dernière chance, le riche négociant, encore assez bien conservé, s'enticha en quelques jours de cette blonde appétissante, au caractère enjoué et dont la liberté d'allure, inhabituelle même en de tels milieux, favorisa l'intrigue. Bientôt, à la grande indignation d'une respectable famille, l'essayeuse de 19 ans put sortir en voiture, parée des plus belles robes et fourrures qu'elle n'avait fait jusqu'alors que présenter devant la glace à des clientes critiques et le plus souvent fort exigeantes. La passion de son protecteur grandit à la mesure de son élégance, et plus elle séduisait le négociant tout troublé par cette idylle inespérée, plus il la comblait de cadeaux. Après quelques semaines, elle l'avait si bien pris en main qu'une procédure de divorce était déjà engagée en secret. Elle était sur le point de devenir une des femmes les plus riches de Vienne. Lorsque l'épouse, avertie par des lettres anonymes, intervint avec une énergie maladroite. Furieuse de se voir, après 30 années d'un mariage sans histoire, soudain dételée comme un cheval fourbu, elle acheta un revolver et surprit le couple à l'heure du berger dans un pied-à-terre nouvellement aménagé. Sans autre forme d'introduction, folle de colère, elle tira 2 coups de feu sur sa rivale. L'un la manqua, l'autre l'atteignit, en haut du bras. La blessure se révéla tout à fait insignifiante, mais plus graves, en revanche, furent les inévitables répercussions. Des voisins qui accourent, des appels au secours, des fenêtres brisées, des portes forcées, des explications orageuses, des médecins, la police, les constatations, et derrière tout cela, en apparence inévitable, un procès redouté également par toutes les parties, à cause du scandale. Il existe heureusement pour les gens riches, et pas seulement à Vienne mais partout, des hommes d'affaires retors, exercés à camoufler des cas épineux et leur mettre à tous, le conseiller Carplus para immédiatement au danger. Il convoqua Clara dans son bureau. Elle apparut particulièrement élégante, avec un pansement avantageux. Elle lut avec intérêt le contrat par lequel elle s'engageait à partir pour l'Amérique avant la convocation des témoins. En plus d'un dédommagement définitif, elle toucherait le 1er du mois pendant 5 ans, si elle se tenait tranquille, une certaine somme déposée chez un notaire. Clara,
qui n'avait guère envie, après ce scandale, de redevenir essayeuse à Vienne, et qui de plus avait été chassée par sa famille, parcourut sans s'émouvoir les 4 feuilles de contrat, calcula rapidement la somme dont le montant élevé la surprit, et à tout hasard, ajouta une demande de 1000 florins. Ceux-ci lui furent également accordés. C'est ainsi qu'elle signa, souriant furtivement le contrat, franchit la Grande Bleue, et n'eut pas à regretter sa décision. Déjà, pendant la traversée, toutes sortes de possibilités de mariage se présentèrent, mais la rencontre décisive eut lieu à son arrivée. Dans un boarding house de New York, elle fit la connaissance de Van Boulen, alors simple commissionnaire pour une maison d'exportation hollandaise, mais bien décidé grâce au petit capital qu'elle lui apportait et dont il ne devina jamais l'origine romantique, à s'établir à son compte dans le Sud. Au bout de 3 ans, ils eurent 2 enfants. Au bout de 5, une maison. Au bout de 6, une solide fortune. La guerre qui, en Europe, avait furieusement détruit les biens acquis, les fit remarquablement prospérer sur les autres continents. Parvenus à l'âge adulte et doués pour le commerce, les 2 fils s'occupaient des affaires de courtage du père, ce qui permettait au couple âgé de s'offrir, libéré de tout souci, un grand voyage en Europe dans les meilleures conditions. Et chose étrange, au moment où du brouillard surgirent, les côtes basses de Cherbourg, en l'espace d'une seconde. Claire éprouva un choc. Devenue depuis longtemps profondément américaine, voilà qu'elle ressentait soudain, devant cette bande de terre qui représentait l'Europe, une bouffée inattendue de mal du pays. Nostalgie de sa propre jeunesse. La nuit, elle rêva des petits lits de fer dans lesquels elle dormait, sa sœur et elle. Des milliers de détails lui revinrent à l'esprit. Soudain, elle eut honte de ne pas avoir, pendant des années, écrit une seule ligne à sa sœur devenue veuve. Elle ne put attendre. Déjà, du débarcadère, elle envoya cette fameuse lettre qui contenait un billet de $100 et la prière de venir les voir. Puisque l'invitation était reportée sur la fille, Madame Van Boulen n'avait plus qu'un signe à faire, et déjà, rapide comme un trait, le groom chamarré se précipitait, puis instruit en 2 mots, courait chercher un formulaire de télégramme, enfin, la toque bien ajustée, filait jusqu'au bureau de poste avec le texte rédigé. Quelques minutes plus tard, les signes crépitaient sur l'appareil morse et du toit gagnaient les lignes de cuivre ondulantes. Et plus véloces que les trains grondants, indiciblement plus rapides que les autos dans leurs nuages de poussière, le message parcourait d'une seule étincelle les 1000 kilomètres de fil. Un instant, la frontière était franchie. Un instant, et les milliers de sommets du Vorarlberg, le minuscule Liechtenstein, les nombreuses vallées du Tyrol étaient parcourues, et déjà la parole, en sa conversion magique, tombait du haut des glaciers, dans la vallée du Danube, puis à Linz dans un transformateur. Là, après quelques secondes de repos, et moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer le mot vite, elle gagnait le commutateur du toit de Klein-Reifling, descendait dans le récepteur réveillé en sursaut et provoquait dans un cœur étonné, troublé, une onde brûlante de désir. Christine tourne le coin, traverse la rue, grimpe le sombre escalier de bois, au degré grinçant, et la voilà chez elle, dans la pièce mansardée aux petites fenêtres qu'elle partage avec sa mère, dans une maison campagnarde à l'étroite façade et au toit largement débordant où la neige s'accumule en hiver et qui de toute la journée interdit la moindre apparition du soleil. Le soir seulement, un mince rayon, déjà épuisé, se glisse parfois jusqu'au géranium, sur l'appui de la fenêtre. Il flotte toujours dans la pièce, une odeur lourde, fétide, odeur de poutres pourries, de linge moisi, de remuebles très anciens, tapis comme dans des champignons dans le bois. Vraisemblablement, en des temps normaux, cette pièce ne servait que de grenier. C'est donc sur cette phrase que je vais m'arrêter pour cet épisode de lecture, mais ce n'est que pour mieux vous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires. Je poursuivrai pour vous cette œuvre de Stefan Zweig. D'ici là, n'oubliez pas qu'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Pour l'heure, très belle nuit sur C8.